Magazine Pluriel. Étienne Nabédé. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans ce journal magazine. En voici le sommaire. Au Togo, les établissements scolaires ouvrent de nouveau leurs portes lundi prochain après plus de 2 mois de fermeture pour cause de coronavirus. Un certain nombre de dispositions ont été prises en vue de limiter les contacts entre les apprenants et réduire les risques de contamination. La rentrée de lundi ne concerne que les classes d'examen. Échange mercredi dernier entre le ministre en charge de l'agriculture et ses pairs africains sur l'expérience du Togo en matière de gestion du Covid-19. La visioconférence avait pour objectif d'éviter une crise alimentaire. Au Burundi, la Cour constitutionnelle ordonne l'intronisation plutôt que prévu du général Évariste Ndayishimiye. La Cour estime que l'objet de l'intérim n'existe plus du moment où le Burundi dispose déjà d'un président élu. La journée mondiale de la météorologie a été célébrée le 23 mars dernier. L'une des missions de la journée est d'observer et de prévoir le temps 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et de surveiller les gaz à effet de serre présents dans l'atmosphère. Comment s'organise le travail à la direction de la météorologie nationale? Madame Agboto Abla, chef division veille et prévision météorologique à la Direction générale de la météorologie nationale, nous en parle dans ce journal. Et puis à suivre également les autres rubriques dans ce journal, les échos du palais, les sports et la revue de presse. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonjour. Après presque 3 mois passés à la maison, les élèves en classe d'examen CM2, 3e Bac 1 et Bac 2 vont reprendre le chemin des collèges et lycées à compter de lundi prochain, 15 juin 2020. Il s'agit pour le gouvernement de terminer l'année scolaire 2019-2020. La réouverture des établissements intervient au terme de larges concertations avec les différents acteurs et partenaires du système éducatif. Comme ici l'emplace au chef du gouvernement. À l'issue de ces concertations fructueuses et après avis du Conseil scientifique pour la riposte à la pandémie de Covid-19, le gouvernement décide la réouverture des établissements scolaires et ce, uniquement pour les classes d'examen à compter du lundi 15 juin 2020 afin de terminer l'année scolaire 2019-2020. Cette réouverture, avec des cours en présentiel, portera sur une période de 4 à 6 semaines. Elle sera consacrée essentiellement aux cours de révision, de soutien et de consolidation des programmes déjà réalisés afin de mettre chaque apprenant au niveau requis avant les différents examens nationaux. Concernant les classes intermédiaires ou de passage, le gouvernement indiquera très prochainement les conditions, les modalités et la période pour les évaluations de fin d'année sur la base des programmes déjà enseignés. Durant cette période exceptionnelle de reprise des cours en présentiel, les chefs d'établissement et les directeurs d'école sont responsables sous la supervision des directeurs régionaux de l'enseignement, communément appelés les DRE, des inspecteurs et des conseillers pédagogiques, de l'organisation et du pilotage des activités pédagogiques, ainsi que des emplois du temps des élèves et des enseignants. Ils veilleront au respect et à l'application des mesures sanitaires et d'hygiène au sein de leurs écoles et établissements respectifs. La reprise des cours devra se faire dans le strict respect des mesures barrières. Il est question surtout de la distanciation physique avec un effectif réduit de 20 à 30 élèves au maximum par salle de classe. Nous retrouvons le Premier ministre comme Selom Klasso. Un élève assis par banc est distant d'au moins 1 mètre de son camarade immédiat, le port obligatoire de masques de protection pour les apprenants, les enseignants, les personnels administratifs et d'encadrement et pour toute personne externe
ou tout visiteur qui se rend dans les établissements scolaires, en l'occurrence les revendeuses de nourriture et les parents d'élèves. En ce qui concerne les dispositifs de lavage des mains, leur utilisation est vivement encouragée partout où cela est faisable, particulièrement dans les districts et les localités qui connaissent déjà une infection au Covid-19. À cet égard, les autorités locales, notamment les maires ainsi que les comités de parents d'élèves, sont exhortés à s'impliquer et à apporter leur contribution pour le respect des mesures barrières. D'autre part, la réouverture des établissements scolaires se déroulera sous la coordination, la supervision et le suivi conjoint des autorités compétentes chargées de l'éducation nationale et de la santé, tant au plan national qu'au niveau local, afin de favoriser le contrôle du respect des mesures sanitaires en milieu éducatif et scolaire. Cette mesure permettra au gouvernement de tirer les leçons idoines en vue d'une meilleure préparation de la prochaine rentrée scolaire. Tout compte fait, un guide succinct de 4 pages portant sur la maladie à coronavirus et les gestes barrières sera mis à la disposition de tous les établissements scolaires et de toutes les écoles. Dans les prochains jours, le gouvernement indiquera les dates des examens nationaux et informera sur le réaménagement de la rentrée scolaire 2020-2021. Et pour un heureux aboutissement du processus, le gouvernement invite toutes les parties prenantes à se mettre au travail, comme ici l'homme Classou. Le gouvernement exhorte tous les apprenants en classe d'examen à se remettre à la tâche. Par ailleurs, le gouvernement lance un appel à la mobilisation et à la responsabilité de tous, personnel enseignant et d'encadrement, organisations syndicales, parents d'élèves, fondateurs et promoteurs des établissements privés laïcs, responsables des établissements privés confessionnels et toutes les personnes de bonne volonté pour soutenir dans un élan de solidarité nationale et patriotique cette réouverture des écoles pour un heureux achèvement de l'année scolaire. Il réitère sa profonde gratitude à l'ensemble des acteurs et partenaires du système éducatif pour leurs efforts, leur engagement et sacrifices pour qu'ensemble nous puissions remporter la victoire contre le défi sanitaire lié au Covid-19 et celui d'une éducation de qualité. Après cette annonce, le Premier ministre a échangé avec les professionnels des médias sur diverses préoccupations en lien avec la réouverture des établissements scolaires au Togo. Entre autres sujets évoqués, la sécurité des apprenants et la prise en charge des enseignants des écoles privées. À cela s'ajoute la multiplication des salles de classe et donc la nécessité d'augmenter le nombre des enseignants. Les directeurs d'école, sous la responsabilité des conseillers pédagogiques, des inspecteurs et des directeurs régionaux, vont prendre les mesures de sorte que un élève par banc, distant de son prochain d'1 mètre au moins. Donc, en respectant ces mesures, vous verrez que, comme toutes les salles de classe n'ont pas la même surface, dans une école A, on peut avoir 15 élèves dans une classe, tandis que dans une autre école, compte tenu de l'espace, on peut avoir 20, tout comme on peut avoir 30, en ayant l'esprit que c'est un élève par banc, distant de son voisin d'1 mètre. Donc, pour les salles, les élèves de classe de CM2, puisque c'était par principe un enseignant par classe, cette fois-ci, nous allons fractionner ou nous allons démultiplier. Et donc, comme c'est uniquement les classes d'examen qui sont appelées, vous voyez que ce n'est pas tous les enseignants qui seront occupés. Et donc, il y a une marge pour que les élèves de classe de CM2 qui sont démultipliés puissent être tenus.
C'est pour ça, depuis quelques semaines déjà, les enseignants ont été appelés à regagner leur poste parce que pour le président de la République et pour le gouvernement, la santé de nos apprenants n'a pas de prix. Vous l'auriez constaté d'ailleurs avant Covid que nous avions pris la mesure de mettre sur pied School-Assure, qui est une assurance pour les élèves au moment où il n'y avait pas de Covid-19. C'est pour dire que la santé de nos apprenants est capitale. En demandant que tous les citoyens puissent porter le masque, le gouvernement a pris les mesures et c'est le gouvernement qui va fournir le masque à tous les apprenants. Donc à l'heure actuelle, la distribution est en cours dans toutes les régions de l'éducation et dans chaque région maintenant, ça se fera vers les préfectures et vers les écoles. Donc nous allons veiller à ce que les masques qui seront donnés gratuitement par le gouvernement puissent être effectivement portés par les apprenants. Et si la reprise des cours le 15 juin prochain ne concerne que les élèves des classes de CM2, 3e, première et terminale, sans oublier le brevet de technicien BT, le CFA de l'enseignement professionnel et le BTS qui relève de l'enseignement supérieur, qu'en sera-t-il exactement des universités? Nous avons 2 universités publiques et beaucoup d'autres universités privées. Dans nos universités, avant même l'annonce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, les cours ont repris, mais en ligne. Pour la plupart des universités, les cours ont repris déjà en ligne. C'est pour ça que nous n'avons pas fait cas ici. Parlant du soutien aux écoles privées face à leurs obligations vis-à-vis de leurs enseignants, le Premier ministre rassure. Le ministre de l'économie et des finances fera un travail avec les banques pour que ces banques puissent continuer par appuyer les fondateurs. Cela veut dire qu'en retour, les fondateurs doivent payer. Et au niveau de l'État, il est décidé de reporter sur une période de 3 à 6 mois toutes les charges fiscales que les écoles privées payent. Voilà des mesures qui seront prises. Mais il y a une autre catégorie, vous ne l'avez pas évoquée, ce sont les enseignants volontaires. Les enseignants volontaires. Là également, l'État a examiné leur situation et je crois que sur le terrain, ce sont eux-mêmes qui vous donneront la réponse de l'État. Le chef du gouvernement invite les parents d'élèves, les collectivités locales et le monde éducatif à mutualiser les efforts pour la sécurité des apprenants à cette rentrée. Aux apprenants et à toute la population, le chef du gouvernement rappelle que cette reprise ne signifie pas la fin de la crise du Covid-19. Le ministre de l'Agriculture, de la Production animale et halieutique Noël Koutera Bataka a partagé par visioconférence mercredi dernier avec ses pairs africains l'expérience de la gestion du Covid-19 par le Togo. Objectif, éviter une crise alimentaire. Le ministre Bataka a également souligné la contribution du programme de réseau universel de solidarité non vici pour l'amélioration du pouvoir d'achat des ménages vulnérables. Odette Pira.
Au cours de ces échanges, le ministre Noël Koutera Bataka de l'Agriculture, de la Production animale et halieutique a également exposé les mesures spécifiques prises par le gouvernement en faveur du secteur agricole, notamment la facilitation de l'accès aux facteurs de production, la promotion de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles. Ces échanges entre des ministres africains en charge de l'agriculture visent à fournir un espace de dialogue au gouvernement africain pour un partage d'expériences sur les voies et moyens pour mettre un accent sur la sécurité alimentaire et la nutrition. C'était aussi l'occasion pour les ministres de partager leur point de vue sur le rôle que la communauté internationale peut jouer pour soutenir leurs efforts. Ils ont réitéré l'engagement de l'Afrique à éliminer la faim d'ici 2025 et appelé les gouvernements à donner la priorité au système alimentaire et agricole en tant que service essentiel et à reconnaître le rôle primordial de tous les types de systèmes alimentaires pour servir les différents marchés, qu'ils soient modernes, traditionnels et informels. Il est à noter que la rencontre a été organisée par le projet CERES 2030, une initiative conjointe de l'Institut international du développement durable, de l'Institut international de recherche sur les politiques alimentaires et de l'Université de Cornell. La commissaire de la Commission de l'Union africaine, Josefa Lionel Correa Sacco, a réaffirmé l'engagement de l'institution à accompagner la mise en œuvre des plans nationaux de riposte en collaboration avec la Banque africaine de développement et la Banque mondiale. Et voici la situation du Covid-19 au Togo à la date du 12 juin 2020, c'est-à-dire hier. Cas actifs 233, cas guéris 279, décès 13, cas confirmés au total 525, nombre total de tests 24 802. Et dans le souci de freiner la propagation du Covid-19 sur le territoire togolais, l'Association togolaise des opérateurs économiques et le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, à travers le service de l'hygiène et de l'assainissement de base en collaboration avec l'Association Scout du Togo, ont formé une quinzaine de scouts de la région de Lomé qui vont sensibiliser la population togolaise sur le respect strict des gestes barrières. Que font concrètement ces scouts sur le terrain? Dr Achale Awadi, point focal du réseau international des humanitaires scouts, commandant de la brigade anti-Covid. Notre devoir sur le terrain est de sensibiliser. Et sensibiliser encore. Sensibiliser, c'est vraiment pouvoir rappeler à la population la notion du respect même des gestes barrières. Il y en a qui expliquent réellement ce qui les amène ou ce qui les pousse à ne pas parfois utiliser surtout la bavette. Et nous arrivons aussi à pouvoir expliquer à beaucoup d'entre eux le bien fondé même du port de la bavette. Vous vous rendez compte que jusqu'à présent, ce qui est encore marrant, malgré tout ce qui se dit, tout ce qui se voit, il y a encore des gens, et pas des moindres, qui continuent à croire que la maladie n'existe pas. Si jusqu'à 7 heures ou après le système de couvre-feu et tout ce qui a accompagné avec maintenant l'assouplissement de ces mesures, les gens n'ont pas encore compris que réellement le mal est présent. Là vraiment c'est que ça fait peur au ventre. Et effectivement aujourd'hui je pense que c'est les mêmes efforts que nous devons conduire pour pouvoir amener les gens à comprendre que c'est vrai, tout début est difficile, mais à force de le faire à petits coups, on y parviendra. Et c'est ensemble qu'on parviendra à éradiquer cette maladie pour être tranquille et si possible reprendre paisiblement notre vie. Le couvre-feu instauré pour cause de Covid-19 depuis avril 2020 a été complètement levé, le boucage des villes également. Ces nouvelles dispositions qui ont pris effet le 9 juin dernier rendent le port de masques obligatoire. La mesure qui s'appliquait déjà au personnel de la santé sur toute l'étendue du territoire est donc désormais élargie à l'ensemble de la population sans exception. Comment s'en servir? Quelle hygiène pour ces masques et pour quelle durée? Monsieur Sani Amidou, ingénieur génie sanitaire, chef division à assainissement de base au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, nous en parle. Depuis la levée du couvre-feu, le port de bavette est devenu obligatoire pour tout le monde. Il était déjà obligatoire pour la santé, mais aujourd'hui c'est obligatoire pour tout le monde.
est obligatoire pour tout le monde en fonction de là où nous nous trouvons. Il existe deux types de bavettes. Donc, quand vous êtes au centre de santé, nous sommes en contact avec les malades. Vous avez les masques N95, donc, ou bien le FFP2 qui sont les plus utilisés. Dans le reste, nous avons des bavettes chirurgicales que nous devons, dans la réalité des cas, après 4 heures d'utilisation, nous devons changer. Et à côté de ça, également, il y a des communautés avec le champ de métier. Il y a des fabrications qui ont été faites. Ces fabrications aussi permettent de recevoir et de limiter l'exposition aux personnes. On dit que la bavette d'abord protège nous-mêmes, protège son voisin et protège toute la communauté. Et donc, les bavettes ont besoin d'une hygiène. L'hygiène, c'est-à-dire comment améliorer ces bavettes, c'est-à-dire quand vous avez des bavettes traditionnelles, il est mieux que d'avoir soit au moins 2 bavettes. Une qui est déjà en utilisation, l'autre en réserve. Et lorsque vous sentez que les conditions qui ne s'y prêtent pas, vous changez et vous l'utilisez la deuxième pour pouvoir compléter la journée. Donc il est important, une fois de retour dans la soirée, de les laver correctement, sécher et réutiliser chaque jour. Donc c'est important que l'hygiène de ces bavettes soit vraiment respectée. Sinon on risque de refaire des contaminations. Ce communiqué du ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales faisant suite à la levée totale du couvre-feu dans le Grand Lomé à compter du mardi 9 juin 2020, les heures d'ouverture et de fermeture des marchés reviennent à celles habituellement observées. Tous les usagers des marchés doivent continuer par respecter les mesures barrières et surtout le port obligatoire de masques de protection, le lavage des mains et la distanciation physique. Les maires et les responsables des marchés concernés sont chargés de l'application rigoureuse de ces mesures barrières. Présidentielle d'octobre 2020 en Côte d'Ivoire, les électeurs sont appelés à s'inscrire dans les centres d'enrôlement pour 2 semaines. L'enjeu est donc de taille dans la mesure où elle vise près de 5 millions de nouveaux électeurs, ce qui devrait porter la population électorale à plus de 11 millions sur une population générale estimée à 25 millions d'habitants. À cet effet, 10 848 centres d'enrôlement devraient être ouverts dans l'ensemble des 33 régions, 108 départements et 509 sous-préfectures. 35 000 agents recenseurs sont également annoncés. Plusieurs militaires ont été tués jeudi en Côte d'Ivoire dans l'attaque d'un poste de l'armée dans le nord du pays, près de la frontière avec le Burkina Faso. Dans un communiqué, le ministère de la Défense a précisé que l'attaque a fait une dizaine de morts. Si blessé, qu'un assaillant a été neutralisé. Les enquêtes sont en cours pour déterminer la nature, les circonstances et le bilan définitif de cette attaque. Cette première attaque d'envergure en territoire ivoirien depuis celle de Grand Bassam en 2016 intervient alors que les armées ivoiriennes et burkinabè ont mené depuis plusieurs semaines une opération dans cette zone. Burundi, la Cour constitutionnelle a ordonné l'intronisation du général Évariste Ndayishimiye qui va prêter serment plus tôt que prévu. Le suspense n'aura donc pas duré longtemps. Après le décès du président Pierre Nkurunziza, la Cour avait à choisir entre un intérim assuré par le président de l'Assemblée nationale, conformément à l'article 121 de la Constitution, ou une interprétation de celle-ci qui autorise une intronisation immédiate du président élu. Juliette Kandé. Sans grande surprise, la Cour constitutionnelle a jugé que, dans les conditions actuelles, un président intérimaire n'est pas nécessaire. Le principal argument de la Cour est de considérer que l'objet de l'intérim n'existe plus, du moment où le Burundi dispose déjà d'un président élu. La Cour constitutionnelle a donc ordonné que le général Ndayishimiye prête serment le plus tôt possible. Cet arrêt signe la fin de l'incertitude qui régnait autour de la succession du président Pierre Nkurunziza, décédé
Décédé le 8 juin, sa mort est survenue en plein processus électoral, juste après le triple scrutin du 20 mai, dont une présidentielle et une série d'autres élections, dont des sénatoriales le 20 juillet prochain. La nouvelle constitution du Burundi innove avec désormais un seul vice-président et un premier ministre. Ces nouvelles institutions ainsi que le gouvernement devront d'abord être approuvées par le nouveau Parlement élu, mais qui n'est pas encore en place. En attendant que le processus électoral aille à son terme, les institutions sortantes restent en fonction, a encore décidé la Cour constitutionnelle. Pour l'heure, le régime burundais veut une intronisation rapide du général Évariste Ndayishimiye, alors que la passation de pouvoir était à l'origine prévue le 20 août prochain. La cérémonie d'intronisation devrait avoir lieu en début de semaine prochaine, probablement avant jeudi. Ainsi, le général président pourra conduire les funérailles de son prédécesseur. Il faut dire que le président de l'Assemblée nationale, Pascal Nyabenda, un civil, a été pendant longtemps le premier choix de Nkurunziza pour lui succéder. Mais la majorité de ces généraux sont parvenus à lui imposer leur frère d'armes. Du reste, les tensions qui traversent cette junte se sont depuis lors accentuées et les soutiens du président élu ont donc décidé de ne pas tenter le diable, histoire d'éviter une longue transition et les tentatives qui pourraient naître dans l'autre camp. Juliette Kamde, la première réunion ministérielle de la coalition pour le Sahel, réunissant les pays du G5 Sahel, l'Union européenne et les institutions internationales, s'est tenue hier par vidéoconférence. Il n'y a pas eu d'annonce significative à l'issue de la réunion, mais un tour d'horizon des initiatives déjà lancées depuis le sommet de Pau en janvier dernier. L'objectif de la rencontre était de rassembler, pour les rendre plus efficaces, toutes les initiatives internationales autour de 4 piliers: la lutte antiterroriste, le renforcement des armées nationales, le soutien au redéploiement de l'État et l'aide au développement. Cette réunion a été l'occasion de faire un point sur l'état de promesse des finances du programme d'investissement pour lutter contre la pauvreté dans le Sahel. Mais l'aide promise tarde à arriver, une situation que déplore au nom des pays du G5 Sahel le ministre mauritanien des Affaires étrangères. RDC, une peine de 20 ans de prison a été requise jeudi dernier par la justice congolaise contre l'ancien président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, allié politique et directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi. Âgé de 61 ans, il est le principal des 3 accusés d'un procès sans précédent pour détournement et blanchiment présumé de 50 millions de dollars d'argent public. Le président du tribunal de grande instance, au terme d'une 5e audience, a indiqué que le jugement sera rendu le 20 juin prochain. Et nous abordons la deuxième partie de cette édition invitée du journal. Les gouvernements existent en principe pour assurer le bien public, protéger leurs citoyens et maximiser les bénéfices pour la société du pays. L'un des aspects importants des responsabilités des gouvernements en ce qui concerne la protection du public est notamment la fourniture d'informations et, le cas échéant, d'alerte concernant les épisodes météorologiques et d'origine météorologique. Le nombre de catastrophes ayant impacté les communautés au-delà de leur capacité à faire face avec les seules ressources locales a augmenté de manière considérable. Au Togo, la Direction générale de la météorologie nationale s'est donné pour objectif d'organiser, de réglementer et d'harmoniser les programmes d'action météorologique en relation avec l'Organisation météorologique mondiale, de gérer et d'exploiter le réseau météorologique national, de mettre à la disposition des usagers tant nationaux qu'internationaux des données statistiques fiables. Seulement, il est souvent arrivé que les prévisions météo ne soient pas en conformité avec le temps qu'il fait. Et pour en savoir davantage, nous sommes dans ce studio avec Madame Agboto Abla. Elle est chef division veille et prévision météorologique à la Direction générale de la météorologie nationale.
Madame Agboutou Abla, bonjour. Bonjour, monsieur. D'abord, ma première question, comment se fait la collecte des données météo que vous mettez à la disposition de la population? Merci, monsieur. En parlant de collecte des données météorologiques que nous mettons à la disposition de la population, il faut en premier lieu parler des réseaux météorologiques que nous avons sur le territoire national. Donc, pour ces réseaux, nous avons 3 types de stations que nous appelons en premier lieu les stations synoptiques, les stations climatologiques et les postes pluviaux. Donc, au niveau des stations synoptiques, aujourd'hui, au Togo, nous avons 25 types de stations automatiques. Donc, parlant de stations automatiques, ce sont des stations qui émettent, qui enregistrent les données automatiquement sans l'accès à main. Donc, ce sont des machines qui enregistrent automatiquement et renvoient ça par Internet. Et il y a les stations classiques que nous parlons. Nous avons aussi 9 stations classiques synoptiques. Et ces stations synoptiques enregistrent les données par heure. Donc, chaque heure, il faut un enregistrement. Donc, au niveau des stations automatiques, disons, chaque minute, il y a des enregistrements qui se font. Mais au niveau des stations classiques, donc, il y a un personnel qui est là sur place et à chaque heure, disons, à l'heure moins 10, il se déplace aller au parc pour enregistrer, observer ces données et l'enregistrer dans le cahier d'observation. En dehors de ça, nous avons les stations climatologiques. Ces stations climatologiques, eux, les observations se font aussi par heure. Et nous avons 4 automatiques sur l'étendue du territoire national. Nous avons des postes pluviaux automatiques. Les postes pluviaux automatiques, eux, enregistrent seulement que la pluviométrie. En dehors de ça, nous avons plus d'une centaine de postes pluviométriques classiques. Donc, les classiques, ce sont des stations qui s'observent par quelqu'un. Donc, il y a une présence humaine qui se fait. Et en dehors de ça aussi, nous avons des stations, 29 stations automatiques spécifiques. Ces stations spécifiques sont à but éducatif. Donc, ce sont des stations qu'on a installées dans les établissements sur toute l'étendue du territoire également. Donc, ce sont ces stations qui nous fournissent les données brutes météorologiques pour tous les paramètres comme la pluviométrie, les températures, la pluviométrie, l'humidité, la pression, etc. Tous les paramètres de la météorologie. Donc, sur l'étendue du territoire, aujourd'hui, c'est ce que nous avons comme station. Dans ces stations, l'observation se fait. Et quand l'observation se fait, il y a la collecte. Donc, pour collecter ces données, nous le faisons par échéance. Donc, il y a des collectes par téléphone, des collectes par des carnets d'observation. Et puis, il y a aussi la collecte mensuelle qui se fait par les tableaux climatologiques mensuels que nous appelons communément les TCM. Donc, par téléphone, les stations synoptiques, eux, ils enregistrent tous les paramètres météorologiques. Et à chaque 3 heures, ils transmettent un message que nous appelons le message synoptique. Donc, ces messages synoptiques sont transmis à chaque 3 heures dans chaque station synoptique sur l'étendue du territoire. Donc, il y a un point qui est là. Il y a une base au niveau de la SECNA qu'ils appellent la base de communication. Donc, c'est eux qui prennent ces données-là chaque 3 heures. Donc, ces données sont transmises et nous prenons ça. En dehors de ça, nous collectons aussi les données par décade. Donc, chaque 10 jours du mois, donc du 1er au 10, nous collectons ces données par téléphone. 20e jour, nous collectons aussi et 30. Donc, ça fait 3 fois dans le mois. Donc, nous appelons ça les données décadeurs. Ça se fait aussi par téléphone. Et maintenant, à la fin du mois, les stations envoient les carnets d'observation et puis les tableaux climatologiques que nous appelons les TCM. Donc, ces données sont collectées au niveau des stations qui se stockent au niveau de la base de la météorologie, au niveau de l'OMIC, à la Direction générale de la météorologie nationale. Donc, quand ces données arrivent, il y a une équipe qui est là sur place. Il faut la correction de ces carnets et TCM. Après avoir fini la correction, ils transmettent ces carnets et TCM à la base de données. Donc, le chargé de la base de données passe au traitement de ces données et aux archivages. Donc, les archivages se font par saisie. Donc, ils saisissent ces données-là. Le rôle d'un observateur, donc l'observateur est là pour observer ces données avec une fiabilité très élevée, car ces données sont utilisées dans tous les domaines et envoyées au niveau du réseau mondial. Donc, le réseau mondial, donc ces données collectées chaque 3 heures par téléphone sont transmises immédiatement sur le réseau mondial. En dehors de ça, après ça, maintenant, il faut utiliser ces données à chaque niveau de
d'informations que nous avons. Donc au niveau de la météorologie, après avoir collecté ces données, nous utilisons ces données collectées au niveau des informations. Donc pour ces informations, il y a la prévision numérique du temps qui se fait chaque 24 heures. En dehors de ça, il y a l'aéronautique qui utilise ces données au niveau des vols. Il y a aussi le grand public qui utilise ces données, donc nous appelons les usagers. Il y a certains qui utilisent les données brutes et certains qui prennent les informations élaborées par ces données brutes-là. Donc, pour les conditions de la prévision météorologique, donc ces données collectées brutes sont utilisées également aussi dans le domaine de prévision, maintenant collaborer avec les modèles que nous utilisons. Merci, monsieur. Oui, alors, pour la plupart du temps, ces prévisions ne correspondent pas exactement au temps qu'il fait. Bon, je viens de le dire. Qu'est-ce qui explique ce déphasage? Parce que devant moi ici, j'ai un bulletin météo. On dit au cours de cette matinée, on observera un ciel nuageux sur l'ensemble du pays. Et dans l'après-midi, des manifestations orageuses ou pluvio-orageuses sont attendues dans la Maritime, les plateaux et la Cara. Bon, quelquefois, on a toutes ces données, toutes ces prévisions, mais il arrive que soit on dit qu'il va pleuvoir et il ne pleut pas. Oui, merci beaucoup pour votre curiosité, pour votre question. Par rapport à la prévision, la prévision, surtout au niveau, je crois que c'est au niveau de la compréhension aussi de nos thèmes utilisés, qui fait que vraiment les gens disent qu'on a prévu la pluie, mais il n'a pas plu. Ce matin, on a dit oui, il y aura le ciel nuageux sur tout le territoire. Et si nous observons bien, il y a les nuages dans la nature. Pour la prévision maintenant, on a dit, nos prévisions se font par région. En premier, le CER, ça se fait par région. Nous ne faisons pas pour le moment les prévisions locales, disons, à Lomé ou bien dans le quartier de Lomé, dans tel endroit, il y aura tel. Donc, pour les moyens que nous avons à notre niveau présentement, nous faisons les prévisions régionales. Donc, on a dit qu'il va prévoir dans la région maritime, plateau et centrale. Donc, si après, au cours de la journée, à la fin de la journée, nous relevons les informations dans toutes les régions. Donc, on se dit qu'il va pleuvoir dans la région maritime, par exemple. Il peut pleuvoir à Tablibo ou bien à Képé. Il ne pleut pas à Lomé. Mais le commun du mortel, quand il ne pleut pas à Lomé ou bien chez lui, là où il est, il dit que la météo a prévu la pluie, mais il n'a pas plu. Pourtant, il a plu de l'autre côté. Donc, celui qui est de l'autre côté, il a plu, il dit que la prévision de la météo a réussi. Donc, c'est ce qui fait que les gens disent que non, ce qu'on a prévu, ce n'est pas réellement ça. Non, c'est à peu près la compréhension qui manquait un peu au niveau du grand public. Et vous dites que c'est, je sais pas, vous avez parlé de moyens ou matériels. Est-ce que ça veut dire que le matériel que vous utilisez est obsolète ou... Non, les matériels que nous utilisons ne sont pas obsolètes, mais c'est la spatialisation de ces matériaux-là qui sont un peu élargis. Donc, on peut dire, je parle de prévision régionale. Normalement, on peut avoir des modèles qui peuvent nous permettre de prévoir uniquement la pluie pour Lomé, ou bien à Lomé, mais on peut diviser par quartier. Parce qu'il y a Agoué jusqu'à la côte, c'est un peu grand, jusqu'à la Déticopé, disons, c'est tout le grand Lomé. Donc, des fois, il pleut à Déticopé, il ne pleut pas en ville. Donc, celui qui a Déticopé dit que la météo a réussi. Donc, il faut qu'on ait des modèles plus rétrécis, disons, rétrécis en matière de la spatialisation, de la distance, pour pouvoir faire des prévisions encore plus fiables, comme vous le dites. Oui, et donc ça veut dire qu'on peut toujours continuer de faire confiance aux prévisions que vous nous donnez? Bien sûr, je peux dire même plus de confiance aux prévisions que nous donnons. Parce qu'aujourd'hui, si nous pouvons dire que la météo d'aujourd'hui et la météo d'avant ne sont pas la même, si tout le monde observe, il va savoir qu'il y a plus d'amélioration. Donc, tous les prévisionnistes qui sont là aujourd'hui, nous continuons à faire de nos mieux des recherches pour pouvoir satisfaire la population, le grand public en matière de la diffusion de nos prévisions. Et aussi, la demande augmente au niveau de notre direction. Il y a les usagers qui sont là, qui sont disponibles pour recevoir des prévisions, que des données également pour utilisation dans leur domaine précis. Parce que la prévision, on ne peut pas dire de ne pas faire confiance. Il faut toujours faire la confiance, mais c'est de voir, est-ce que la météo a dit, il n'a pas plu chez moi aujourd'hui, de voir de l'autre côté, si vous connaissez quelqu'un dans la région maritime, appelez voir que, mon ami, est-ce qu'il a plu, c'est ce que nous-mêmes nous faisons, et les informations viennent. Et par rapport aussi à nos groupes
et de réseaux sociaux que nous avons créés, les gens nous envoient des informations, donc la pluie commence, qui va dire que il pleut à Notien, il pleut ici, donc on se dit que la prévision a bien reçu. Donc j'exhorte plutôt la population de faire plus confiance à nos prévisions. Oui, et comment définissez-vous ces données? Les données météo, comment vous les définissez? Oui, les données météo, c'est ce que je viens de dire. On parle d'abord de données météo, c'est le général, données météo. Donc, dans ces données météo, il y a des informations qui sortent à partir de ces données météo. Donc, ces données météo, les paramètres météorologiques, température, pluie, que nous observons au niveau des stations, sont transformés en informations. Donc, c'est l'information que le grand public utilise. C'est l'information que nous utilisons. On ne peut pas prendre les données. Les données sont en chiffres. Donc, si on dit 37 degrés, ça ne signifie rien. Qu'est-ce que ça va donner quel impact ça aura sur la population, sur la santé? Donc, c'est ça que nous appelons les informations. Donc, c'est l'information qui est plus utilisée. Et au niveau de la météorologie nationale du Togo aujourd'hui, nous avons plusieurs types d'informations que nous publions. Donc, il y a les prévisions qui sont là, les prévisions numériques du temps pour les 24 heures, il y a pour les 3 jours, il y a aussi les 5 jours que nous avons qui sont destinés aux autorités compétentes. Et maintenant, il y a aussi les bulletins que nous élaborons. Parlant de bulletins, il y a les bulletins décadaires qui sont destinés au public agricole, les bulletins mensuels également et les bulletins de la prévision saisonnière. Donc, au début de la campagne agricole, il y a des bulletins que nous avons. On fait les prévisions saisonnières et puis on élabore un bulletin qui est destiné aussi aux agriculteurs et au grand public. Donc, ce sont des informations-là qui sortent des données brutes que nous observons. Oui, et Madame Aboutou Abla, vous êtes chef de division veille et prévision météorologique à la Direction générale de la météorologie nationale. Dites-nous, quels sont les services qui demandent le plus souvent à avoir ces données météo? Oui. Pour les services Est-ce qu'il y a des services spéciaux à qui... Les données météorologiques sont destinées à tout le monde. Mais il y a certains qui ils ne nous parviennent pas et ils font leurs activités en dehors de la météo. Après tout, ils ont des impacts météorologiques qui agissent sur leur activité. Donc aujourd'hui, il y a la plupart des étudiants qui sont là à notre disposition pour leur mémoire. Donc, il faut toujours les données météorologiques, ceux qui sont dans le domaine de la climatologie, ceux qu'on sort, même au niveau de génie civil, entrepreneuriat et autres, les étudiants nous parviennent. En dehors des étudiants, il y a le grand public, il y a les personnes même qui viennent pour solliciter nos données pour leur usage. Il y a les entreprises qui nous parviennent pour prendre nos données, les prévisions pour les activités, par exemple les entreprises de construction de routes, des BTP, bâtiments, qui sont là à chaque fois à nos pieds, dans notre bâtiment pour prendre des informations météorologiques pour satisfaire à leur travail qu'ils font. Donc, tout le monde est là pour avoir l'information météorologique en sa main. Même moi-même, là où je suis, il faut que j'ai l'information météorologique normalement avant de faire une activité au cours de la journée. Si je sais que l'activité sera impactée par le paramètre météorologique, c'est la pluie surtout qui est la grande des choses au niveau des pays côtiers. Donc, si je sais qu'aujourd'hui, je dois faire une dalle, par exemple, et je sais que la dalle, ça va durer du matin jusqu'au soir. Or, au cours de la journée, s'il y a une grande pluie, tout est foutu. Donc, il faut passer par la météo, avoir des informations de la journée avant de programmer ces activités-là. Et alors, comment individuellement l'on peut avoir une idée de la météo en observant juste la nature? Est-ce que je peux rester là, je vois, il fait nuage, je dis, il va pleuvoir et il pleut? Oui, on peut dire que je vois la nature, il va pleuvoir. Dans les anciens temps, je sais que nos grands-parents, eux-mêmes, ils ont une idée. Donc, on appelle ça la météo antique, disons à peu près. Donc, les gens même il y a des signes qui sont là, qui présentent, ces signes se présentent, ils disent que, au cours de la journée d'aujourd'hui, il peut y avoir pluie. Par exemple, il y a un oiseau, souvent, petit matin, ça fait couler tout. Donc, les gens se disent que, petit matin, là, il peut y avoir une pluie. Et en dehors de ça aussi, il y a la chaleur qui est là. Donc, la température qu'il fait au cours de la journée. La température qu'il fait pour dire que, aujourd'hui, ou bien le soleil, déjà le lever du soleil, tu dis qu'aujourd'hui, le soleil, il fait chaud. Donc, au cours de la journée, donc, pour avoir une température au cours de la journée, que la température serait élevée, une personne même peut
constater ça. Mais de plus en plus, comme nous, dans notre habitude, on n'a pas mis la météo dans nos habitudes. C'est ce qui fait que vraiment, c'est un peu compliqué. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va essayer de prendre la météo un peu dans nos habitudes pour pouvoir être à la hauteur de tout le monde, quoi, des autres pays également. Et notre entretien tire à sa fin. Madame Aboutou, est-ce que vous avez un dernier mot à l'endroit de la population? Oui. Je peux dire que j'exhorte la population togolaise d'utiliser, de faire plus de confiance à la prévision météorologique, aux données météorologiques. Et la porte de la direction générale de la météorologie est ouverte à tout le monde, à toute la population togolaise, nationale comme internationale. Donc les données sont là, les informations sont disponibles. Le peu que nous faisons aujourd'hui est disponible à tout le monde et nous exhortons que les gens prennent conscience à la météorologie nationale et mettent dans leurs habitudes. Quand quelqu'un veut faire un travail concernant la météo ou bien je vais mettre en place une ferme agro-pastorale, par exemple, passer par la météo, avoir des informations pour pouvoir améliorer la production. Donc, sans la pluie, il n'y a pas l'agriculture. On sait qu'aujourd'hui, il y a l'agriculture modernisée, mais sans la pluie naturelle, il n'y a pas l'agriculture. Donc, nous exhortons à toute la population togolaise de faire confiance et de passer par la météo. La porte est grandement ouverte à tout le monde. Merci beaucoup. Oui, et Madame Agboto Abla, chef division veille et prévision météorologique à la Direction générale de la météorologie nationale. Merci. Merci. Écho du palais à présent. Le nommé Komlan a été condamné à 10 ans de réclusion criminelle par la Cour d'appel de Lomé pour pédophilie sur une mineure de 13 ans. Retour sur cette affaire avec Hélène Assabi. Dans la journée du 15 avril 2010, aux environs de midi, la nommée Yawa, âgée de 13 ans, demeurant chez ses parents à Zafi dans la préfecture de Yoto, fut envoyée par sa grand-mère au marché du dit village pour y faire quelques achats. Chemin faisant, elle croisa le nommé Komlan qui l'invita à venir chercher des morceaux de craie pour ses petits frères. Dès qu'elle arriva au domicile, il se saisit d'elle, la traîna dans sa chambre et lui imposa des rapports sexuels. Après les faits, la victime raconta sa mésaventure à ses parents qui portèrent plainte contre lui. En enquête préliminaire, l'inculpé a reconnu les faits, tandis que devant le juge d'instruction, il les a reconnus partiellement, prétestant que les rapports sexuels incriminés étaient en réalité consentis. Cependant, il ne rapporta pas la preuve de ces rapports consentis avec la victime, qui d'ailleurs, étant mineure, ne pouvait disposer de son corps à son âge de 13 ans au moment des faits. Selon les juges, si elle avait vraiment consenti aux relations sexuelles, comme le prétend l'inculpé, elle n'aurait pas spontanément dénoncé l'auteur. Entendu que les faits ont été commis en 2010, après l'entrée en vigueur du Code de l'enfant, la victime n'étant âgée que de 13 ans, les juges ont convenu de requalifier les faits en pédophilie conformément aux dispositions de l'article 393 du Code de l'enfant et de poursuivre l'inculpé de ce chef. Étant donné que le rapport d'expertise mentale en date du 3 octobre 2012 révèle que l'inculpé Komlan n'est atteint d'aucune anomalie mentale ou psychiatrique constituée et qu'il possédait toutes ses facultés mentales au moment des faits, il a été donc condamné à 10 ans de réclusion criminelle par la Cour d'appel de Lomé lors des assises du 2 mars 2016. À samedi prochain. Du sport et handball, probable report du championnat d'Afrique des nations féminines de handball, initialement prévu du 2 au 12 décembre prochain. La compétition pourrait être reportée. La crise du coronavirus oblige la fêtière continentale à revoir son calendrier. Fidèle Mawina. Tout à fait, la Confédération africaine de handball étudie un report de la CAN féminine à cause notamment de la pandémie du Covid-19. Cette compétition se déroulerait alors à la même période que les tournois internationaux de qualification olympique pour les Jeux olympiques auxquels les Sénégalaises, vice-championnes d'Afrique, sont censées participer du 19 au 21 mars 2021 en Espagne.
Tennis à présent, l'US Open donne plus de garanties que le tournoi de Roland-Garros. Si tout se passe bien, ils joueront à New York aux dates déjà prévues du 24 août au 8 septembre 2020. L'événement aura lieu dans la période naturelle et idéale à laquelle se tient toujours ce grand tournoi américain. Peut-être pourrait-il y avoir aussi la présence de certains spectateurs avec les précautions nécessaires. Les joueurs, les médias et les fans sont prêts et confiants pour le retour en espérant que ce sera un spectacle inoubliable. Il restera vide. Le stade olympique de Rome aurait dû accueillir en grande pompe le match Turquie-Italie en ouverture de l'Euro 2020 hier vendredi à 21h. Mais à cause de la pandémie liée à la Covid-19, la fête européenne du foot a été reportée. Un report inédit de la compétition en 60 ans d'existence. Pour donner une chance aux championnats nationaux et à ses propres compétitions des clubs d'aller à leur terme, l'UEFA a décidé le 17 mars dernier de différer le tournoi d'un an, notamment du 11 juin 2020 au 11 juillet 2021, avec des conséquences encore difficiles à évaluer. Revue de presse. Le gouvernement desserre l'étau sur les mesures restrictives visant à lutter contre la pandémie du coronavirus. Allons-nous vers la reprise normale des activités et la réouverture des établissements scolaires? Des inquiétudes et interrogations à lire dans les parutions de la semaine. Léontine Atogima. Le gouvernement togolais fait le choix le moins complexe, titre Togo Matin. Allant en détail, le quotidien privé relate que le gouvernement togolais vient de mettre fin à certaines restrictions liées à l'état d'urgence sanitaire. Couvre-feu levé, fin du bouclage des villes, port de cache-nez obligatoire, tels sont ces allègements renchéris Vision d'Afrique. Dunia Le Monde estime que les Togolais retrouvent leur liberté de mouvement avec la levée de ces restrictions. Pour le libéral, l'étau se dessert, mais le port de bavette est désormais obligatoire. Le dialogue abonde dans le même sens et souligne que le gouvernement exhorte la population à plus de responsabilités. Liberté retrouvée, liberté empoisonnée, trouve le bâtisseur qui cite le ministre en charge de la sécurité Yak Damkhan. En ces termes, on n'a pas supprimé les mesures barrières, donc la FOSAP poursuit sa mission. Fin de citation. Forum de la semaine rappelle d'ailleurs que le ministre Yak a informé sur la nouvelle mission de la FOSAP, celle de veiller sur le respect des mesures barrières, précise Vérité des Peuples, qui indique que le gouvernement compte sur le civisme de la population pour le respect du port obligatoire des masques. Dans la même lignée, l'économiste annonce le retour aux horaires ordinaires de travail dans la fonction publique. Les activités économiques vont aussi reprendre, ajoute Togo Matin. Et les classes? Temps nouveau répond, reprise imminente des cours, le ministre Acha Dedi se veut prudent. Atoupani trouve que la réouverture des écoles est un goulot d'étranglement pour les acteurs de l'éducation. La grande question à résoudre, au plus 15 élèves par classe, exhorte l'Union pour la patrie. 1,2 million de masques gratuits pour les écoles relève. Togo réveille à sa une. L'hebdomadaire ajoute que 150 000 artisans sont mobilisés dans les 5 régions pour relever le défi en 2 semaines. Et puis les parutions ont fait cas dans leur colonne du décès du président burundais Pierre Nkurunziza lundi dernier. Pluriel, le magazine hebdomadaire de Radio Lomé. Mesdames et messieurs, merci de nous rester fidèles, merci de nous avoir suivis. Ainsi s'achève Magazine Pluriel de ce samedi. On se retrouve samedi prochain. Et comme prévu, voici notre rubrique sensibilisation. Nombreux sont les aliments que l'on consomme et qui contiennent des nutriments pouvant contribuer à renforcer notre système immunitaire. Juliette Kander revient ce samedi sur les aliments à fort taux d'éléments immunostimulants. Les nutriments
et les oligo-éléments qui interviennent dans le renforcement du système immunitaire sont entre autres le zinc, les vitamines, le glutathion, les champignons, les épices et même l'eau. Les graines de courge ou le goussi chez nous sont une importante source de zinc. Dans quel autre aliment peut-on trouver le zinc? Tobossi Mathieu, consultant en naturopathie. Le germe de blé, que ce soit en paillettes ou bien en poudre directe, sa consommation nous permet d'avoir 16 mg de zinc pour 100 mg de germe de blé. Nous avons les champignons shiitake qui contiennent également le zinc. Nous avons la pastèque qui est abondante dans le blé. Et nous avons aussi les noix de cajou qui sont torréfiées, qu'on retrouve dans les supermarchés. C'est une bonne source de zinc aussi. Donc pour le zinc, voilà un peu là où on peut le retrouver. Nous avons les vitamines B. Ces vitamines B se retrouvent beaucoup plus dans les fruits, dans la viande rôtie, beaucoup plus, dans le poisson, dans l'œuf cuit, pas dans l'omelette. La vitamine B, c'est pas dans l'omelette, c'est dans l'œuf cuit que ça s'exprime beaucoup plus. Le poivron de couleur rouge, le soja contient de la vitamine B, l'avocat en contient, l'huile de tournesol aussi en contient. La vitamine C, elle autre, on en trouve dans le citron, dans l'orange, on en trouve dans l'ananas, on en trouve dans le persil aussi. Les provitamines A, elles autres, sont beaucoup plus présentes dans les fruits colorés, les fruits et légumineuses colorées. Donc nous avons les carottes, la papaye, la pamplemousse rose, pas la blanche, pamplemousse rose. Dans les légumes maintenant nous avons le goma qui contient une bonne dose de provitamine A. Vous avez aussi le moringa qui en contient, que ce soit en légumes ou bien en poudre, on en trouve. Le poivron, on trouve aussi de la vitamine A là-dedans. Le goussi, on en trouve dedans. La tomate fruit, on en trouve aussi dedans. Provitamine A, voilà un peu les sources. Concernant le glutathion, c'est un antioxydant qui stimule les défenses naturelles. Et c'est l'organisme qui en fabrique à partir de 3 acides aminés. De la glutamine, de la glycine et de la cystéine. Donc à base de ces 3 acides aminés, l'organisme fabrique le glutathion qu'il dépose dans le foie. Donc quelqu'un qui a un foie fragile, qui a un foie malade, sa défense immunitaire va baisser, forcément et immanquablement. Donc, quand nous chantons tout le temps de prendre soin de son foie pour pouvoir permettre à l'organisme de bien se porter, voilà un peu les raisons. Notez que le gel de blé et les champignons shiitake se vendent dans nos supermarchés. Ces aliments renforcent l'immunité contre les maladies comme le Covid-19, mais ne remplacent pas les gestes barrières. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg